Êtes-vous prêt à voyager des frontières de vos peurs aux limites de vos rêves, à rencontrer des mythes et des légendes, des diables et des anges, à vous laisser conduire sur les chemins de l'étrange? Arcanum Fabulas. Saison 5. Il n'aurait rien dû rester. Même pas un souvenir. Surtout pas un souvenir. Amaldricus, tome 3, l'esprit de Romac. Épisode 2. Une fois de plus, ce fut tard dans la soirée que l'on appela le docteur Hindenburg. Et quand il arriva à la prison, il fut immédiatement conduit à l'infirmerie. 2 gardiennes étaient là. Elles restaient en retrait, observant avec une certaine angoisse dans le regard l'infirmière qui, penchée sur un lit où elle était allongée, essayait de réanimer Karen. Le docteur ne sembla voir que la malade. Il bouscula les 2 fonctionnaires, prit à peine le temps de poser sa serviette sur une petite table qui se trouvait là, et sans quitter sa patiente des yeux, s'approcha d'elle en demandant ce qui s'était passé. C'est une des gardiennes qui répondit, une femme qui n'en avait que le nom, grande, mince, les traits sévères, disgracieux et peu avenant. Elle parlait de plus avec une voix rauque qui trahissait des habitudes de fumeuse. Ce soir, je l'ai trouvée en entrant dans sa cellule. Elle était allongée par terre à côté de son lit, face contre le sol. J'ai vu immédiatement que quelque chose n'allait pas. Elle a dû faire un malaise, mais nous ne sommes pas parvenus à la réanimer. Alors nous l'avons transportée ici et nous vous avons appelé. Vous avez pris sa tension demanda Eric à l'infirmière qui s'était reculée pour le laisser examiner Karen. Oui, elle est particulièrement basse et sa respiration est... Elle hésita. Hindenburg leva un regard interrogateur vers elle. C'était la première fois depuis qu'il était entré dans la pièce qu'il regardait quelqu'un d'autre que Karen. En fait, elle présente tous les symptômes d'un état comateux profond, comme ceux que l'on trouve chez les patients victimes d'accidents très graves. Mais qu'est-ce qu'aurait pu provoquer cela s'étonna la gardienne. Rien, c'est bien le problème. Rien n'aurait pu provoquer cela, répondit pensif Hindenburg. Il ne fallut pas plus d'1 heure au docteur Hindenburg pour obtenir des autorités pénitentiaires le transfert de Karen dans un service spécialisé du CHU Jean Mingeot. Il prit place avec elle dans l'ambulance, escorta la civière jusqu'au bureau d'admission, prit soin de s'enquérir auprès de l'infirmière de service de la chambre où elle allait être installée. La chambre 8 du service de réanimation vient d'être libérée. Monsieur Lodès a repris connaissance la semaine dernière et a été transféré dans un autre service ce matin. Hindenburg ne fit aucun commentaire, bien que Paul Lodès lui aussi fût son patient. En ce moment, il ne pouvait penser qu'à Karen et à la dernière phrase qu'elle lui avait dite. « Ce n'est pas moi, docteur. Je vous le jure. Ne l'oubliez pas. » Paul Lodès était allongé sur son lit, fixant le plafond comme s'il y voyait le plus superbe des panoramas. Son esprit était ailleurs. En fait, il était dans un état proche de celui du sommeil, mais il ne voulait pas fermer les yeux. Il les avait eus clos pendant trop longtemps. Il n'était plus question pour lui de perdre une seconde de jour. L'infirmière entra dans la chambre en lui lançant un superbe sourire et une phrase gentille bien qu'anodine. Un lieu commun s'approchant d'un « Comment cela va-t-il ce matin ?» Lodès fit un effort pour se redresser. Après être resté si longtemps immobilisé, il avait du mal à coordonner ses gestes. Il retourna le sourire et répondit en bégayant et sur un ton ironique qu'il se sentait en parfaite santé. Un éclair de compassion traversa le regard vert de l'infirmière. Elle se sentit gênée, comme si elle regrettait d'avoir posé la question. Paul la rassurait d'un second sourire. Elle s'approcha alors pour lui recaler ses oreillers. « Avez-vous besoin de quelque chose ?» demanda-t-elle en même temps. Lodès fit un signe négatif de la tête. Il leva la main pour faire un geste, mais n'eut pas le temps de terminer. Sous les yeux surpris de l'infirmière, sa main commença à trembler, puis son corps tout entier fut pris de soubresauts incontrôlables.
La pauvre fille se précipita sur lui pour tenter de le calmer, mais elle n'y parvint pas et les tremblements prirent de plus en plus d'importance. Visiblement, pourtant, Paul avait perdu connaissance. Complètement désemparée, l'infirmière hurla pour que l'on vienne l'aider. Un flot de salive blanche coula lentement de la bouche entrouverte de Paul et il se mit à saigner du nez. Deux autres infirmières et un interne entrèrent à ce moment-là dans la pièce. Ils demeurèrent quelques secondes atterrés par le spectacle. Dans un premier temps, ils tentèrent de l'immobiliser, et quand l'interne y parvint enfin, une de ses collègues prépara le matériel nécessaire pour lui faire une piqûre. La seconde était partie à toute vitesse chercher le docteur Hindenburg, et au moment même où l'aiguille allait entrer dans le bras de Paul, le médecin fit son entrée dans la chambre. Comme par magie, l'Odès s'arrêta de trembler, cessa de baver et son nez s'arrêta de saigner. « Ne lui faites pas la piqûre !» pensa Eric en constatant cela. Le temps sembla s'arrêter. Tous s'immobilisèrent, les yeux rivés sur le malade. 30 secondes d'un étonnant silence s'écoulèrent, puis Paul ouvrit lentement les yeux. Il passa machinalement sa main sous son nez. Il parut très surpris, presque apeuré en voyant son sang. Son regard cherchait une explication auprès de chacune des personnes présentes dans la chambre. Pas une ne put réagir, sauf la charmante petite infirmière. « Cela va, monsieur Lodès ?» demanda-t-elle avec un accent de gêne que son superbe sourire forcé ne parvint pas à dissimuler. Karen reprit connaissance, si tant est que l'expression soit appropriée, dans un de ces non-espaces où les Romacs avaient l'habitude d'inviter leurs hôtes. Un endroit sans horizon, sans sol, sans mur, sans ciel, un endroit noir où il était cependant possible de voir étonnamment bien, peut-être même mieux qu'en plein jour. Un recoin de conscience, un bout d'esprit. Rouac, le loup éternel, était là, assis dans le vide, contemplant la jeune femme. Au grand étonnement du vieux canidé, cette dernière ne sembla pas le moins du monde surprise par les circonstances. Elle se leva et regarda autour d'elle comme si elle retrouvait déjà un endroit connu. C'est à ce moment qu'elle aperçut dans son dos un homme qui la regardait sans réagir, le visage impassible. C'était l'auteur. Autant Rouac que son compagnon furent stupéfaits par la réaction de Karen. Tous deux s'attendaient à ce que, comme presque toutes les personnes qu'ils avaient atterrées ici, elles soient paniquées ou même qu'elles tentent de s'enfuir. Ils n'en laissèrent rien paraître. À peine échangèrent-ils une pensée télépathique pour se faire mutuellement part de leur étonnement. Karen fit quelques pas en direction du loup. Ce dernier ne bougea pas. Elle en fit le tour, sans jamais le quitter des yeux. « Rouac, dit-elle enfin, je vous attendais. Il y a 20 ans que je vous attends. » Puis elle se dirigea vers l'auteur, toujours avec la même étonnante assurance. « Vous aussi, il y a 20 ans que je vous attends. Vous êtes plus grand que je ne m'imaginais. » L'auteur, malgré son étonnement, eut un sourire. Il fixa Karen dans les yeux. « Peut-être, dit-il calmement, que vous savez également les raisons de notre présence ici, alors. » À cette question, elle perdit son calme, s'écroula en sanglots, laissa remonter une tension jusque-là étonnamment contenue. L'auteur s'approcha d'elle, il lui mit la main sur l'épaule et tenta de la réconforter. « Je peux peut-être vous aider, dit-il en tentant d'être le plus doux possible. » Elle soupira un grand coup, comme pour évacuer les derniers mal-être, puis elle inspira profondément à la recherche utopique de la force qui lui serait indispensable pour continuer. « Vous venez à cause d'un Maldricus, n'est-ce pas ? C'est à cause de ce monstre. » Eric passait plusieurs fois par jour au chevet de Karen, mais son état stationnaire le laissait dans la plus grande circonspection. Pour lui, et comme pour ses confrères, rien n'expliquait cette léthargie. Il pensa en souriant à Tintin et à ses 7 boules de cristal. De quel envoûtement étrange pouvait-elle être victime ? Et puis, en bon savant, il oublia cette digression mentale qui l'avait effleuré comme une bonne plaisanterie. Il s'approcha de sa patiente, la regarda sans doute comme le prince charmant avait regardé la belle au bois dormant. Malgré ses yeux clos, malgré son visage sans expression, il la trouvait magnifique. Elle demeurait pour lui l'image même de la féminité, simplement parce qu'elle avait marqué son enfance. Machinalement, il tendit la main vers elle, comme s'il souhaitait caresser son visage. Puis il se ravisa. Il quitta la chambre. Dans le couloir, une infirmière l'aborda. « Docteur, vous pouvez venir, s'il vous plaît ? C'est pour l'autorisation de sortie de Paul Lodès. »
C'était il y a 21 ans. 21 ans déjà. En juillet 1976. Karen était plus calme. Elle s'était assise. Son air perdu laissait deviner une certaine mélancolie. Rouac et l'auteur n'avaient pas bougé. Ils écoutaient la jeune femme dans un silence absolu, même en pensée. J'avais fini le lycée au mois de juin. J'étais bachelière, vous vous rendez compte. Personne dans ma famille n'avait été avant moi. Et cela me suffisait. Je ne souhaitais pas continuer mes études. Mais avant de chercher du travail, j'avais décidé de m'accorder 3 mois de vacances. Mon dernier été d'adolescente, en quelque sorte. Elle eut un sourire, mais ne bougea pas un muscle. Elle se frotta le front de sa main droite, et c'est seulement alors qu'elle ferma un court instant les yeux avant de poursuivre. Depuis la maternelle, j'avais une amie, Madeleine. Nous étions quasiment inséparables. Elle était aussi blonde que moi j'étais brune. Elle avait des yeux aussi clairs que les miens étaient foncés. Mais là s'arrêtaient nos différences, car au point de vue caractère, nous étions en tout point identiques. Eh bien, malgré cela, malgré cette longue amitié, au cours de l'été 1976, je me suis éloigné d'elle pour m'approcher de Christophe. Nous avions été dans la même classe de terminale, mais c'était seulement en fin d'année que je m'étais senti attiré par lui. Oh, rien de sérieux, juste une amourette d'été, un léger flirt qui collait parfaitement avec l'insouciance de mon âge. Il y avait juste un problème. Christophe et Madeleine ne s'appréciaient guère. L'auteur était dubitatif. Il ne comprenait pas où Karen voulait en venir. Par politesse, il ne jugea pas utile d'intervenir, mais son étonnement dut se lire sur son visage car la jeune femme le remarqua lorsqu'elle le regarda. Aussi, elle précisa rapidement. « N'ayez pas peur, je ne perds pas la tête, et tout cela présente une certaine importance. Mais bon, je vais essayer d'en venir à l'essentiel. » Elle se releva et fit face à ses 2 interlocuteurs. J'avais la chance que Christophe travaille, et donc je consacrais mes journées à Madeleine et mes soirées à Christophe. Comme c'était souvent le seul moment dont il disposait pour voir ses amis, elle n'était pas forcément romantique, pas forcément en tête-à-tête. Je devais souvent supporter la présence de Damien, un grand rouquin tout mou, de Patrick, qui était d'ailleurs le plus sympathique de tous. Je me suis toujours demandé s'il n'était pas un peu amoureux de moi, et surtout, du pire de tous, Fabien. Je crois que je n'ai jamais vu autant de haine et de méchanceté chez un être humain. J'ai commencé à sortir avec eux début juillet. Nous passions nos soirées dans les bars à boire un peu plus de Diabolo que de bière ou à jouer au baby-foot. Dans les bois à faire des feux, ou bien encore auprès du lac à regarder les étoiles en échangeant, enfin, surtout eux, des blagues salaces et des anecdotes douteuses. C'est amusant. Maintenant que j'y repense, c'était toujours sur le même principe que se déroulaient nos conversations. On commençait par parler de tout et de rien, de ce qui nous était arrivé dans la journée, des dernières disputes qui nous avaient opposés à nos parents, et puis intervenait Damien, qui, à chaque fois, avec une maladresse incroyable, parvenait à aiguiller la discussion sur le terrain glissant, sur des choses qui finissent forcément par blesser l'un de nous. Le plus souvent, c'était le pauvre Patrick qui était victime de l'imbécilité du grand Toumou. Puis, ce dernier se rendait compte de sa gaffe, il tentait de se reprendre, de corriger, mais à chaque fois, il en ajoutait une couche. Alors, il préférait se taire. C'est amusant quand j'y repense aujourd'hui. Il était vraiment bête, ce Damien. Pas méchant, oh non, mais bête. Christophe me disait souvent que c'était normal, parce que son frère, qui avait une dizaine d'années de plus que lui, avait tout pris. Il avait fait des études d'ophtalmologiste. Les parents de Damien en étaient très fiers, et du coup, ce dernier était on ne peut plus mal à l'aise. Enfin, quand il se décidait à se taire, Fabien entrait dans le jeu. Il était toujours là pour réattaquer, et avec lui il ne s'agissait pas de maladresse, c'était de la méchanceté, de la haine. Les paroles n'étaient que dans un seul but, blesser. Les moqueries de cette teigne amusaient les autres, et le pauvre Patrick faisait lui aussi semblant de rire. Puis, quand il était lassé, il se levait et s'éloignait un peu, prétextant une envie stupide. Alors Christophe, qui était jusque-là resté en retrait, faisait un petit signe à Fabien. Ce dernier comprenait de suite, et au retour de Patrick, attaquait le second sujet inévitable de toutes les soirées en compagnie d'hommes, le sexe et les filles. Karen fit une courte pause. Elle chercha dans sa mémoire d'autres détails plus précis, d'autres anecdotes qui, en les racontant, la remettraient en contact avec cet été qui avait sans doute été le meilleur de sa vie, du moins les premières semaines. « Je peux le dire aujourd'hui, continua-t-elle. J'aimais ces soirées. Christophe ne manquait jamais une occasion de me prendre dans ses bras ou de m'embrasser, et je me sentais femme. Je me sentais d'autant plus femme que le comportement des autres me paraissait des plus enfantins. C'étaient des enfants. Mais quand ils me regardaient, je devinais des envies et des appétits qui, eux, étaient bien adultes. Et bien que je les considérais avec une certaine condescendance, j'étais flatté. Et puis, il y a eu la soirée du 20 juillet. Elle regarda l'auteur et Rouac avec un sourire qui était destiné à accompagner leur étonnement. « Je sais, dit-elle,
Cela peut paraître surprenant que je me souvienne avec tant de précision de cette soirée et de cette date, mais en fait, je crois que c'est là que tout a basculé, que bien involontairement, du moins, au début, nous avons franchi la ligne. La journée était belle, et pourtant, malgré les larges baies vitrées qui laissaient passer le soleil, le hall de l'hôpital parut bien gris à Paul. En fait, les lieux étaient totalement étrangers à cette impression. Depuis son réveil, tout semblait gris à Paul. Il acceptait très mal les quelques zones d'ombre et les doutes qui noyaient sa mémoire. Il n'était pas amnésique au sens propre du terme, mais l'accident qui lui était arrivé, la sortie de route, le poteau électrique, tout cela ne se dessinait pas en lui lorsqu'il essayait de les retrouver. Les médecins parlaient de choc post-traumatique. Lui avait l'étrange impression qu'on ne lui disait pas tout. Et puis, il y avait ces crises étranges et incontrôlables qui lui arrachaient des tremblements et faisaient couler son sang. Elles lui laissaient à chaque fois un nouveau vide. Il sentait le sang couler de son nez, sur ses lèvres, il tremblait encore un peu au réveil, mais surtout, son cœur battait à un rythme effréné, et un étrange sentiment de peur demeurait présent en lui encore après. Parfois, il gardait en mémoire quelques images sans aucun sens, comme s'il les avait rêvées. D'autres fois, il ne restait qu'un trou noir. L'équipe soignante de l'hôpital avait été témoin une fois de ce phénomène. Et bien que Paul leur ait affirmé le contraire, cela s'était en fait produit déjà 3 ou 4 fois depuis son réveil. Le médecin qui l'avait examiné n'avait rien trouvé d'anormal dans son état, et une fois de plus, on l'avait parlé de symptômes post-traumatiques. La formule était facile et un peu fourre-tout. Paul avança dans le hall. Il tenait dans la main droite une valise avec dedans ce qu'on lui avait dit être ses affaires. Il reconnut assis sur une banquette près de l'entrée son frère Christian. Celui-ci lui tournait le dos et ne l'avait pas encore aperçu. Paul voulut l'appeler, mais il dut chercher ses mots, car ces derniers ne vinrent pas naturellement. Il bégaya un peu sur les premières syllabes, mais son frère finit par se retourner et bondit vers lui en l'apercevant. Il était assez grand, les cheveux courts, avec les mêmes traits de visage que Paul, mais à peine plus ridé, bien qu'il fût plus jeune. Il le prit dans ses bras et l'enserra d'une tendresse toute fraternelle. « Je suis heureux que tu puisses enfin sortir, dit-il avec un large sourire. « Moi aussi, vieux frère, répondit Paul, toujours hésitant. Tu as besoin de repos, pour récupérer. Comme convenu, nous allons t'accueillir à la maison, au moins jusqu'à la fin de l'été. D'ici là, je serai un homme neuf. Et tu reparleras comme avant, mon frère, comme avant, conclut Christian en lisant la peine dans les yeux de Paul à chaque fois qu'il trébuchait sur une syllabe. Il le serra de nouveau dans ses bras. Les Lodès avaient encore gardé en eux toute la signification du mot fratrie. Rouac se prêtait à un jeu étrange. Le vieux loup, assis en retrait, semblait suivre d'une oreille seulement distraite le récit de Karen. D'ailleurs, celle-ci parlait plus ostensiblement avec l'auteur qu'avec lui. Il était assis sur son train arrière, imperturbable, le regard fixe, totalement immobile. Une étrange aura de silence semblait l'entourer, donnant l'impression que rien ne pouvait l'atteindre, même pas les sons. Karen ne l'avait pas remarqué, trop aux prises avec sa propre histoire. Elle attribuait dans sa mémoire indifféremment à l'un ou à l'autre les expressions ou les interrogations qu'en fait elle ne lisait que sur le visage de l'auteur. Le vieux loup avait ainsi parfaitement atteint son but, pouvoir tranquillement fouiller l'esprit de la jeune femme pour redécouvrir soit ce qu'elle voulait cacher, soit ce qu'elle avait oublié, ou enfin des faits que son esprit gardait en lui alors que sa mémoire ne les avait même pas enregistrés. Rouac savait que l'esprit humain était souvent sensible à bien plus de choses que la conscience ne pouvait en accepter, et il était ainsi possible de retrouver des détails que la personne n'avait peut-être même pas vécu directement. Il comptait sur cette technique pour trouver ce que Karen ne serait pas en mesure de rapporter. Sans que personne ne soit en mesure de s'en apercevoir, il projeta son esprit et franchit sans la moindre difficulté les frontières de l'inconscient de Karen. Il eut quelques secondes l'impression de flotter dans le vide, puis il se trouva soudainement au milieu des marais. Juste au-dessus de lui, il voyait le fort de Joux. Il savait pertinemment qu'il lui était impossible d'interagir avec son environnement. Il était ici en simple observateur invisible aux yeux des autres. Seul le temps pouvait réécrire le passé, mais ce pouvoir était fermé, même aux meilleurs connaisseurs du hack, même aux plus fameux alchimistes. Il se repéra à la luminosité pour définir l'heure qui pouvait être. Le soleil était simplement doux, sa lumière devenait rouge. Le soir s'annonçait, un soir d'été chaud, une nuit qui promettait de faire briller des milliers d'étoiles sans la moindre restriction. La date, il la connaissait.
Il n'avait pas véritablement forcé l'esprit de Karen pour l'instant, et en conséquence, le spectacle qu'il contemplait devait être le coucher de soleil du 20 juillet 1976. Il n'était pas libre de se déplacer ici comme dans le monde réel, et son champ d'action dépendait de ce que l'esprit, conscient et inconscient réunis de Karen, avait ressenti, vu ou perçu ce jour-là. Ainsi, n'avait-il pas choisi les marais? Simplement, c'était ici que Karen avait eu le plus grand choc émotif en cette magnifique journée de juillet. Le vieux loup décida de ne pas bouger et d'attendre la suite. Ce jour-là, poursuivit Karen qui avait repris sa position absente, j'ai retrouvé Christophe en début de soirée, vers 20h. J'entendis résonner le klaxon typique de la R12. Elle était d'un brun ignoble cette voiture, mais très à la mode à l'époque, et je la trouvais follement classe. En partant, je passais dans le salon et j'embrassais mon père qui, scotché devant la télévision, écoutait les nouvelles du jour. La sonde Viking venait de se poser sur Mars. Quel paradoxe! Ce prodige technologique à l'heure où je m'apprêtais, encore sans le savoir, à vivre une histoire d'un autre temps. Je me souviens que j'avais fait encore plus d'efforts que d'habitude pour m'habiller. Et d'ailleurs, ma mère avait regardé d'un mauvais œil la longueur de ma jupe. J'avais mis dans mes longs cheveux un serre-tête orné de petites fleurs roses pour garder un côté innocent. La Renault 12 démarra dans un crissement de pneus et nous quittâmes la Cluse pour aller chercher les autres sur Pontarlier. Nos soirées débutaient souvent ainsi. Christophe était le seul à avoir une voiture et il commençait par aller chercher tout le monde. Karen s'arrêta, elle eut un sourire. Je me souviens, dit-elle, de la tête de Patrick quand nous avons sonné chez lui. On eût dit qu'il venait de perdre quelqu'un de sa famille dans un accident horrible. « Entrez !» dit-il sans conviction. Et il se desserra pour nous laisser passer. « Quelque chose ne va pas ?» demanda Christophe. « Si, allez-y, vous connaissez le chemin. » Nous montâmes dans sa garçonnière après avoir salué sa mère qui lisait le journal dans la cuisine. Sa chambre était sous les toits, éclairée par un Velux, et possédait un papier peint jaune passé à grosses fleurs que l'on devinait à peine entre les différents posters des chanteurs en vogue. À côté de son lit défait, dans un coin qui semblait miraculeusement épargné par le cirque ambiant, trônait une chénifie flambant neuve. Patrick s'empara d'un 33 tours et jeta négligemment la pochette sur le lit. Il plaça la précieuse galette de vinyle sur le tourne-disque. Les premières notes de Shine in Time, un vieux morceau de Deep Purple, monta dans la pièce. Une intro d'orgue, une voix d'abord douce, caressante et mélancolique. Et puis, un délire complet. C'était le morceau que Patrick aimait écouter quand il n'était pas en forme. Nous le savions tous. Christophe le sonda de nouveau, mais il affirma encore que tout allait bien. Ian Gillan se mit à hurler, Blackmore à faire pleurer sa guitare, et moi, je posais, sans y penser, les yeux sur la pochette de l'album In the Rock, avec la tête des membres du groupe gravée dans le rocher du Rushmore, à la place de ceux des présidents américains. Elle parut entendre de nouveau les notes du morceau. Dans les paroles, il est question de la ligne qui sépare le bien et le mal. J'aurais dû mieux écouter si j'avais su ce qui nous attendait. J'ai appris plus tard que le groupe s'était séparé la veille de ce 20 juillet. Étrange coïncidence, non? Karen sembla soudainement troublée. Elle se ravisa. C'est vrai, je m'éloigne, mais je vous jure qu'aujourd'hui encore, je n'écoute pas ce morceau sans un certain pincement au cœur, sans une certaine peur peut-être aussi. Il avait quelque chose de prémonitoire. Bref, nous avons fini par aller chercher les autres et nous n'avons jamais su ce qui tracassait Patrick, mais il sembla se remettre assez vite. Puis est venu le moment de se décider. Qu'allions-nous faire ce soir? Il avait fait beau tout le jour et le soleil avait laissé dans l'atmosphère, au moment où il était lentement descendu sur l'horizon, une douce chaleur portée par des odeurs si particulières et si agréables de l'été. Je crois me souvenir que c'est Fabien qui avait eu l'idée, et je dois reconnaître qu'elle avait séduit tout le monde, et moi la première. Nous pourrions aller faire un feu au bord du lac, avait-il suggéré. Et puis Patrick de rajouter, c'est une bonne idée, mais je connais un autre endroit. Il n'aurait rien dû rester. Même pas un souvenir. Surtout pas un souvenir. À suivre.